Ce soir, nous avons un nouveau partenaire que nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois. C'est donc Transition Pro. Et voilà, vous connaissez peut-être pas Transition Pro, mais je suis à peu près certain que vous connaissez tous l'ancien nom de Transition Pro, qui était donc le FONGECIF, créé en 1983. Et les fonctions, les missions du FONGECIF ont évolué. Et en 2020, donc, Transition Pro a été créée et a depuis quelques temps de nouvelles missions dont nous allons parler ce soir. Et pour évoquer ces nouvelles missions de Transition Pro, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Éric Dumartin, qui est donc vice-président de Transition Pro Île-de-France. Et en duplex, Pascal Coyot, qui lui est vice-président de Transition Pro Île-de-France. Alors, vous avez involontairement dit quelque chose, mais qui n'est pas très faux. Vous avez dit qu'on était vice-président tous les deux. En fait, je suis président et Pascal est vice-président, mais en fait, il y a c'est un des principes du paritarisme, il y a une grande équité. Et en fait, il n'y a pas de voix complètement prépondérante. Donc, c'est une bonne introduction que vous avez faite involontairement au paritarisme. Et je me permets encore de vous corriger, je suis désolé, ça ne se fait pas pour commencer. Vous avez dit qu'on était Transition Pro. Il faut préciser Île-de-France, parce qu'on va encore dire c'est parisien. Ils ont des volontés hégémoniques. En fait, vous êtes... Donc, notre territoire, c'est exclusivement la région parisienne. Je précise quand même que pour poser un peu la situation, c'est 33% des salaires en France. Et sachant que les fonds dont on va parler qui nous sont affectés reposent sur les masses salariales, voilà, on pèse à peu près le tiers des transitions pro en France. Voilà, ce petit Merci beaucoup Eric pour ces précisions très importantes. Peut-être en une minute, quelques mots sur votre parcours qui vous a amené à ce poste de président. Donc. Le parcours ne m'a pas amené au poste de président, c'est une suite de hasard qui amène à des présidences. Alors moi, je suis un DRH, alors je suis content d'avoir un parterre de DRH parce que j'ai fait l'essentiel de ma carrière, je ne sais pas si on peut appeler ça une carrière, en tant que DRH et principalement au sein de groupes américains. Vous savez, on met le doigt dans l'engrenage de la langue anglaise et ensuite voilà donc il y a une quinzaine d'années, j'ai entendu des voix qui m'ont dit il faut que tu ailles aider le paritarisme et donc je me suis investi dans le paritarisme via le MEDEF. Faut également le dire, donc je représente les intérêts des employeurs via le MEDEF. D'accord. Et donc si je comprends bien, c'est Pascal qui représente les salariés. Vous avez compris. Pascal, donc, Pascal Coyot, oui, je représente l'organisation Info, mais au sein de Transition Pro Île-de-France, le collège salarié, effectivement, puisque nous sommes, comme l'a dit Eric, dans une organisation paritaire. Et en ce qui me concerne, j'ai une trentaine d'années de service public de l'emploi et les 10 dernières à la Direction générale de Pôle emploi sur tout ce qui est partenariat et la territorialisation. Et l'arrivée au FONGECIF il y a quelques années, c'est un peu le hasard, même si ces questions de formation professionnelle continue, j'ai eu à les traiter à la DG Pôle emploi à l'époque, dans le cadre du partenariat autour de ces problématiques. Donc, avec les régions, etc. Donc voilà, c'est un hasard, mais qui en réalité correspondait à une conjonction d'intérêts. Et puis finalement, donc, de chef de file aux forces ouvrières au sein du FONGECIF. Donc j'ai été commissaire, donc j'ai vu effectivement comment traitaient les dossiers. Et finalement, depuis l'année dernière, maintenant, Eric est président et moi, j'ai pris la vice-présidence de cette institution qui est devenue, le 1er janvier 2020, l'association Transition Pro Île-de-France. Pour les personnes qui nous écoutent, ça fait partie des choses. Alors, nous avons une activité professionnelle en parallèle. Voilà, nous ne sommes pas des salariés de nos organisations respectives. Le bénévolat, ça existe encore. Voilà, absolument. D'accord, mais ça, c'est effectivement un point important à connaître. Et justement, l'intérêt ce soir, ça va être de nous présenter l'évolution en fait donc du FONGECIF, les outils que vous connaissiez avant, mais surtout de nous parler de vos nouvelles missions
qui sont toutes récentes. Et je crois qu'on attend encore des décrets pour la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions qui, cette fois, vont être possibles pour les entreprises. Le fonds GESIF était principalement à l'initiative des salariés. Dans ces nouvelles mesures, c'est surtout les entreprises qui vont pouvoir s'adresser à vous. Mais je n'en dis pas plus parce que je vais vous laisser le soin de présenter un peu tout cela. Le sujet, merci. Le sujet est très vaste. Alors, par contre, on n'attend plus. Vous parliez de décrets, etc. Alors, je crois que c'est aussi une des nouveautés. Il y a une forme d'urgence désormais dans les dispositifs dont on va parler. Parce que il y a des enjeux politiques très forts, notamment en matière d'emploi. Donc, aujourd'hui, on n'attend pas de décret. Vous allez voir ce dont on va vous parler ce soir. À 90%, c'est opérationnel de façon immédiate. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas faire l'historique du fonds GESIF parce que, alors, je vais vous dire franchement, moi, quand j'étais, j'ai beaucoup d'admiration pour les DRH qui assistent à une conférence sur le fonds GESIF parce que c'est le genre de conférence, moi, quand j'étais DRH, qui me faisait dormir ou que je fuyais parce qu'en fait, le congé individuel de formation concernait dans les entreprises très peu de gens, en fait. Donc, on était rarement des experts. Les DRH étaient rarement des experts du congé individuel de formation. Et donc, on voyait ça plutôt par le petit bout de la lorgnette en se disant, zut, on a un salarié qu'on apprécie, mais qui a demandé à bénéficier d'un CIF. Donc, c'est un signe qui veut certainement partir, donc on n'était pas content. Ou à l'inverse, il y avait des salariés qu'on appréciait moins et qui demandaient un CIF. On se disait, chouette, excuse-moi Pascal, hein, je parle pour des salariés, chouette, on ne va pas le voir pendant un an. Donc je grossis un peu le trait, mais il y avait un peu de ça. Et souvent, on ne savait même pas le gérer administrativement. Enfin, on récupérait même pas forcément les salaires. Donc ça, c'est le congé individuel de formation qui ne nous passionnait pas, tel qu'on a connu. Et je dirais, on ne peut pas en vouloir un DRH de ne pas être passionné par le congé individuel de formation. Alors par contre, moi je dis qu'aujourd'hui, un DRH peut s'en vouloir de ne pas s'intéresser aux transitions pro. Ah oui. Ah oui, parce que là, aujourd'hui, il est en train de se passer beaucoup de choses et je pense que il faut, un professionnel des ressources humaines doit s'y intéresser en changeant un peu son regard même complètement sur notre rôle et notre mission. Sinon, il risque de passer à côté d'un certain nombre d'outils qui sont à sa disposition aujourd'hui pour. Mais il risque gérer. pas, il va. Il va passer. Voilà. Il va passer. Mais après votre présentation, on va se charger Voilà, s'il assiste à notre présentation, c'est pire, il n'aura pas d'excuses. Voilà. Il y a à peu près 2 ans de ça, Antoine Fouché, qui était le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, il avait fait un article ou une conférence où il avait dit, alors c'était resté un peu dans les têtes, il a dit « si j'étais DRH ». Et il avait dit « si j'étais DRH, je créerais mon CFA. Je créerais un CFA d'entreprise ». Et c'était une des premières fois qu'on avait un membre d'un ministère qui nous donnait un mode d'emploi un peu entre les lignes d'une loi. Et aujourd'hui, je pense que s'il était toujours là, il dirait, si j'étais DRH, eh ben, je m'intéresserais aux transitions pro. Parce que là, vous avez un certain nombre de dispositifs voilà, à côté desquels vous ne pouvez pas passer, qu'on va... Alors peut-être pas vous détailler. Non, ça sera l'objet d'atelier qu'on prévoira, on en parlera à la fin. Ouais, voilà. Puis on a un peu une âme marketing, on va faire un peu de teasing ce soir. Voilà, on ne va pas tout donner ce soir, mais on va essayer de vous donner un goût de ce que l'on peut faire. Et alors moi, j'ai essayé de raccrocher ça au DRH, parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, hein, je dirais, dans notre historiquement, voilà, c'est la première fois là. Hein, c'est quasiment une des premières fois, en tout cas sous cet angle. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un DRH pour l'intéresser à cette question. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait trois challenges aujourd'hui pour les DRH dans lesquels on pouvait intervenir. Le premier, c'est le pilotage des effectifs, qu'on appelle la flexibilité. Et ça, je crois que il n'y a pas une boîte, même si elle se porte bien, qui ne se pose pas cette question-là de pilotage de sa masse salariale. Le deuxième, c'est la guerre des compétences. Hein, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'avoir les bonnes ressources et faire en sorte qu'elles restent. Et en fait, il y a un dernier point qui, pour moi, est très important et un peu plus subtil, c'est de développer une image employeur qui soit valorisante, même si le contexte économique et social n'est pas forcément très bon. C'est-à-dire si on a par exemple un PSE. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va travailler là-dessus, mais on va chercher à ne pas compromettre
le futur et la capacité à retenir les salariés qu'on veut retenir et à en attirer de nouveau demain sur d'autres métiers. Donc en fait, ces trois choses-là, je pense qu'un DRH aujourd'hui, il a en tête nuit et jour, parce que quand on est DRH, on est DRH la nuit et le jour. Voilà, donc je pense que dans les transitions pro, vous allez trouver un certain nombre de pistes. Moi, j'aime pas parler de réponses parce que c'est à chacun de s'approprier les solutions. Et vous allez trouver en fait des pistes, alors sous réserve toujours que vous intégriez dans votre démarche une politique de développement des ressources humaines qui soit bien sentie, quoi. Enfin, une entreprise qui n'aurait pas une politique de ressources humaines innovante, dynamique, respectueuse des gens, bon, je pense que de toute façon, elle ne nous écouterait pas ce soir. Oui, je pense qu'ils ne sont pas là. Et donc, alors, là, je le dis presque pour mon vice-président, pour Pascal, quoi. Il faut qu'il y ait ça. Voilà, il faut vraiment que dans tous les dispositifs dont on va parler, il y a, alors je ne sais pas lâcher le grand mot de GPEC, il me faisait presque aussi peur que le CIF, vous voyez, à l'époque. Donc, mais on va quand même en parler. Donc il faut qu'il y ait cette volonté de prospective des emplois, mais aussi de respect de l'intérêt des salariés. Voilà. Donc c'est de ça dont on va vous parler. Voilà. Alors l'introduction d'Éric est très bien et effectivement adaptée au public que nous avons là. Alors je vais juste ajouter que le regard des salariés sur le CIF était un peu différent de ce qu'il a présenté, puisque pour mémoire, le CIF c'était quand même centré sur le projet individuel et la promotion sociale de l'individu. Et je peux vous dire que pendant ces quelques 30 années, 36 ans maintenant que ce dispositif avait été mis en place, il a permis à beaucoup de salariés, y compris des cadres, bien évidemment, d'obtenir cette promotion sociale en ayant des financements à la hauteur des enjeux de qualification qui étaient devant eux. Alors bien sûr, et là-dessus, je rejoins Éric en partie sur le fait que ce côté individuel pouvait amener parfois certaines, entre guillemets, dérives sur des projets qui finalement n'aboutissaient pas à des certifications ou autres, et qui pouvaient effectivement donner une image un peu ternie de ce que réellement le CIF était. Donc aujourd'hui, avec le PTP, ce qu'on a surtout perdu, c'est des sous. Parce qu'il faut le savoir, on a eu 40% de moyens en moins, et les fonds GESIF, France entière, ont eu à mettre en place des PSE, il faut le savoir. Donc ça a été un coup terrible, et effectivement des moyens en moins. Et puis, l'histoire veut que en 2021, ces moyens vont être doublés, et on va se retrouver effectivement, et c'est assez important, vous êtes des DRH, à travers la France, à gérer 1 milliard d'euros, si on tient compte des 500 millions des transitions collectives. Les associations de transition pro en France, en 2021, géreront un peu plus de 1 milliard d'euros pour les transitions professionnelles des salariés. En Ile-de-France, c'est quand même 12 000 parcours, donc 3 fois plus que ce que nous avons fait en 2020. Donc, vraiment, on a des enjeux importants et cette réunion de ce soir est effectivement très importante parce que nous avons un enjeu de communication, on va dire, je dirais, d'aider, de faire en sorte de clarifier très tôt, de présenter très tôt ce qu'il y a derrière ce dispositif nouveau, transition collective, on y reviendra tout à l'heure sans doute en atelier. Mais en tout cas, on voit que l'enjeu financier est important, mais également l'enjeu dans un contexte très complexe où on se retrouve avec beaucoup de salariés en APLD, d'autres avec des soucis évidents et certains d'avenir pour leur emploi. Et également vous, des DRH, des difficultés aussi à gérer ces situations. Et là, c'est un outil qui apparaît à votre main et permet d'éviter la case chômage aux salariés et finalement de réussir, tout en maintenant leur salaire, ça côté gagnant, aussi de faciliter l'accès à des métiers qui, eux, sont en pénurie de main-d'œuvre
Donc vraiment une sorte de flexi-sécurité à la française, mais avec une vraie sécurité pour les salariés. Si bien qu'effectivement, le produit Transco, tel qu'il est sorti dans l'instruction qui date de vendredi, hein, l'instruction de la DGEFP, est un outil qui a été co-construit avec les partenaires sociaux. Et je peux vous dire que, toutes tendances confondues, nous sommes globalement satisfaits de l'outil tel qu'il se présente. Et vous verrez que c'est un outil qui, me semble-t-il, propose un potentiel vraiment intéressant de développement du dialogue social sur les territoires. Ça, c'est la dimension qui me paraît la plus prégnante de cette approche-là. C'est une approche très territorialisée. Ça veut dire qu'on propose aux salariés, avec notamment les plateformes de transition collective, de pouvoir passer d'un emploi en perte de vitesse à en croissance d'emploi, un secteur en croissance d'emploi, sur son bassin d'emploi, idéalement. Voilà. Donc, il y a vraiment cette ingénierie au niveau du bassin territorial qu'il s'agira de développer ensemble. Donc, ça, c'est un beau challenge. Et je pense que tout DRH sera intéressé par cette approche-là qui est un peu nouvelle. Après, Eric n'a pas insisté dessus, mais je vais le faire. Dans ces nouvelles missions, puisqu'il s'agit d'aider vos collaborateurs en perte d'employabilité aussi à accéder à de nouveaux emplois, l'idée, c'est de ne pas oublier les bas niveaux de qualif. C'est vrai que ce sont des populations qu'on trouve de façon plus importante dans certains secteurs que dans d'autres, mais d'une façon générale, et vous ne me démentirez pas, vous avez des difficultés à les mobiliser sur des formations qualifiantes, certifiantes, en tout cas cette fameuse montée en compétences qui permettrait de leur permettre d'évoluer. Et c'est vrai que c'est souvent, ils fuient parfois ce type de situation parce que ça remonte à certains traumatismes, hein, d'une certaine façon pour certains. Eh bien, nous, dans les transitions pro, on a, depuis notre création, on a dans notre panel d'outils les certifications interprofessionnelles. Et la première qui a été créée donc, par les partenaires sociaux, c'est CLEA, que vous connaissez sans doute, hein, ce socle des connaissances et des compétences donc, qui permettent d'établir en quelque sorte l'employabilité des individus et leur capacité à s'adapter à notamment une des compétences en question, c'est apprendre à apprendre tout au long de la vie. Donc on est bien dans cette logique OTLV hein, qui est chère à l'Europe, mais qui finalement a été adoptée aussi chez nous et qui permet réellement de construire des parcours en entreprise et aussi éventuellement à l'externe. Et CLEA, nous sommes ambitieux vis-à-vis de CLEA. Nous comptons l'utiliser comme un vrai levier pour permettre de faire bouger ces publics-là qui sont souvent un peu en marge des démarches de certification, parce que dans la pratique, nous nous sommes rendus compte qu'en utilisant CLEA, les personnes, parce que c'est entre guillemets, on présentait un peu comme ça, comme étant le diplôme de ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est vrai que la cible de CLEA Socle, ce sont bien les bas niveaux de qualif, donc Infra 3 aujourd'hui, puisque dans la nomenclature européenne, hein, donc les anciens Infra 5. Et c'est vrai que c'est ce petit parchemin on organise des cérémonies de remise de diplômes, de certificats, etc. On se rend compte que les personnes ont une fierté, mais au-delà de cette fierté, ça développe leur appétence pour la qualification. Et c'est ça, en fait, nous, notre objectif premier, au-delà de ce premier sésame-là, c'est de dire, eh bien, oui, je peux. Et à partir de là, comment on va construire la suite du parcours. Et donc, nous considérons CLEA comme un outil d'amorce d'un parcours qualifiant pour ces publics. Donc, je pense que c'est un outil qu'il faudra, si vous ne l'avez pas encore fait, intégrer dans votre boîte à outils de plus en plus. En tout cas, nous voulons là aussi communiquer largement auprès des entreprises. Par exemple, chez nous en Île-de-France, on a 16% des certifiés CLEA qui sont des salariés. Nous souhaiterions arriver à 25%.
Pascal, il a dit des choses, pareil pour faire du teasing, il a dit qu'on avait 12 000 dossiers à financer, grosso modo, on avait plus de 300 millions d'euros, donc ça aussi, c'est une forme de teasing. Juste pour compléter, pour bien comprendre, parce que là, on doit s'acculturer avec les DRH, parce qu'on ne parle pas le même langage. Pascal l'a redit, et c'est un grand débat politique, c'est le caractère individuel de la démarche de la reconversion, c'est ce qui prévalait, qui reste toujours. Mais aujourd'hui, quand on va parler de certains dispositifs, ce sont des démarches individuelles qui s'inscrivent dans un projet collectif. Voilà. C'est ça que je vous propose de nous présenter maintenant. Il nous reste 7 minutes avant que... je ne sais pas si on voit les 6 slides que l'on... Avant que nous passions donc dans les rooms. À 18h30, je rappelle que vous serez tous répartis dans des rooms automatiquement. On va passer très vite donc, dans les quelques minutes qu'on a sur ce qui constitue notre ADN. Vous avez compris tout ce qui avait trait au partenariat, au paritarisme. Nos grandes missions, on en a parlé, donc c'est tout ce qui est transition professionnelle, reconversion, mais également, on n'en parlera peut-être pas beaucoup aujourd'hui, des missions d'observation, d'information, de partenariat. Tout à l'heure, on a signé un partenariat avec l'APEC, juste avant de venir ici. Et là, Pascal en a parlé davantage, c'est tout ce qui est déploiement de certification interprofessionnelle. Et là aussi, il y a des nouveautés dont on parlera un peu plus tard. Notre vision, c'est d'être l'acteur incontournable des mobilités professionnelles aux côtés des salariés, des entreprises et des partenaires. Donc ce n'est pas que des salariés, notre présence ici. En animant un écosystème, ça aussi c'est assez nouveau dans un fonctionnement qui est plutôt en silo jusqu'à présent des différents opérateurs. Là aujourd'hui on communique beaucoup plus, on travaille beaucoup plus ensemble. Pour favoriser donc bien sûr le développement des compétences et transitions professionnelles au service de l'emploi. Donc avec quand même un souci d'efficacité qui est réaffirmé, c'est-à-dire que les projets de reconversion, nous on souhaite qu'ils débouchent au maximum sur un changement effectif de métier. Voilà, ce n'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui nos efforts sont tendus vers ça. On voit que c'est un travail de longue haleine en même temps. C'est un travail c'est un travail de longue haleine qu'il va falloir faire rapidement. Oui. Les 5 outils que l'on a à disposition. Le projet de transition professionnelle, le PTP, alors je dirais celui-là, il prend la relève du CIF traditionnel, si on veut faire simple. Le dispositif des démissionnaires, dont on parlera également rapidement. Le certificat CLEA, que Pascal a commencé à exposer. La VAE, parce que nous avons également des financements pour accompagner les salariés qui veulent faire une VAE. Et tout ce qui est les nouveaux dispositifs donc, de transition collective dont on va parler, puisque c'est au cœur, je pense, là, des préoccupations des DRH. Aucun DRH ne doit ignorer cela à la fin de cette... Aucun DRH ne doit ignorer un seul de ces dispositifs. On a essayé de se mettre à la place d'un DRH et se dire, au fond, quelles sont les problématiques et quelles sont les solutions que vous pouvez puiser chez Transition Pro. Vous voyez que la palette est très large. Ça va de tout ce qui a trait à la confiance, à la remotivation, notamment avec les certifications, la fidélisation, bien évidemment, tout le volet des mutations économiques. Et donc là, ce sont les nouvelles transitions collectives, donc effectives depuis le 15 janvier. Voilà. C'est récent. Et on va en débattre. Donc on est simplement là déjà à ce stade pour vous dire, voilà, il y a un outil qui est à disposition, donc on vous expliquera comment il fonctionne, comment vous pouvez le mettre en œuvre. Il y a ensuite bien évidemment tout ce qui est reconversion de salariés dont les métiers sont en danger, et tout ce qui concerne aussi les reconversions internes ou externes. Alors là aussi c'est un débat intéressant, c'est-à-dire qu'une reconversion, elle n'est pas forcément externe. Le changement de métier peut également se passer dans l'entreprise, et là j'imagine les oreilles des gens qui nous écoutent, qui se dressent et qui s'orientent un peu de tous les côtés en disant tiens, parlons-en. Donc voilà, si je veux rester dans le temps que vous nous avez alloué, très succinctement, ce dont on veut vous parler aujourd'hui, mais aussi au cours des séances auxquelles vous nous inviterez. Voilà, tout à fait. Donc, alors, nous vous enverrons bien sûr la présentation que vous nous avez faite avec votre accord. Vous allez retrouver tout cela. Et comme je le disais tout à l'heure, on va se répartir donc dans les rooms là, dans 3 minutes, de façon à échanger. Dans chaque room, il y aura une personne de Transition Pro
Île-de-France. Et donc, à 19 h, vous aurez l'occasion de se retrouver ici tous ensemble. Et je rappelle donc ce qui est prévu dans le cadre du partenariat avec Transition Pro Île-de-France, c'est de travailler sur la présentation de tous ces outils, de créer des supports de présentation qui seront à la disposition des DRH dans chaque entreprise. Et que vous pourrez également, bien sûr, utiliser avec vos partenaires. Etc. Oui, et c'est très intéressant pour nous, parce que bon, là je dirais, les gens qui sont ici, ils ont un peu la primeur de notre démarche, et nous, on est très curieux de connaître aussi leur ressenti, de savoir s'il y a des choses qui les intéressent particulièrement, si la façon dont on les présente leur convient. Donc voilà, donc on est un peu dans une logique là de co-construction et d'expérimentation. Et moi j'aime bien l'idée. Voilà. Et comme vous l'avez noté, donc c'est vraiment, tout cela est très frais, puisque moi je parlais tout à l'heure de décret, mais vous avez rappelé qu'effectivement ce n'est pas un décret, mais une instruction qui est venue définir les dernières modalités. Je pense qu'il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres documents officiels à attendre pour que tout soit mis en place. Vous voyez, on est sous perfusion de smartphones et on reçoit presque heure après heure voilà, les dernières modalités. Voilà, donc on va pouvoir vous donner ce que l'on sait. Et c'est vraiment important peut-être de ne pas rater ces nouveaux outils, ces nouveaux moyens qui seront mis à la disposition des entreprises. Oui, et notre message aujourd'hui, c'est de dire venez nous voir, parlons-nous. Voilà. À ce stade-là, il faut agir vite. Il faut agir vite dans l'intérêt des salariés, des entreprises. Donc notre message, les échanges qu'on a là n'ont pas vocation à répondre à toute la diversité des situations. Donc c'est plutôt de dire, voilà, nous on ouvre la porte pour que derrière ce premier contact, on puisse échanger sur les problématiques et voir si au fond les solutions que l'on a rentrent dans le cadre des problématiques des entreprises, mais aussi de leur philosophie. Comme on regardera comment ces projets sont évalués, mais c'est important. Voilà. Tout à fait.